12 juin 2024. La grande mosquée de Reykjavik, une structure modeste mais frappante de verre et d'acier, a tranquillement ouvert ses portes pour les prières du vendredi. L'événement a à peine fait la une des journaux mondiaux. Quelques médias locaux en Islande l'ont mentionné comme une curiosité, une communauté musulmane petite mais croissante dans un pays où, jusqu'à récemment, l'islam était aussi étranger que les palmiers. L'histoire officielle ? Une histoire simple d'immigration, d'échanges culturels et de liberté religieuse dans l'une des sociétés les plus progressistes du monde. Mais laissez-moi vous expliquer pourquoi ce moment compte bien plus qu'il n'y paraît. J'ai passé les 3 dernières décennies à étudier l'intersection de la religion, de la géopolitique et des changements démographiques dans l'Atlantique Nord. Et ce qui se passe en Islande n'est pas seulement une question de foi, c'est une question de pouvoir, de stratégie et de remodelage discret de l'identité d'une nation à la croisée des chemins de la compétition entre grandes puissances. Les médias grand public ne font pas le lien entre les points. Les gouvernements concernés préféreraient que vous ne le fassiez pas. Mais voici ce qui se passe réellement. Le fonctionnaire ce qu'ils veulent que vous croyiez si vous interrogez le gouvernement islandais, le département d'État américain ou la poignée de journalistes qui ont couvert cette histoire, la montée de l'islam en Islande est une histoire simple, voire réconfortante. Selon Statistique Islande, la population musulmane est passée de quelques dizaines dans les années 1990 à plus de 2000 aujourd'hui, soit une infime fraction des 380 000 habitants du pays, mais une augmentation significative en termes de pourcentage. Le récit ressemble à l'Islande, une nation avec une forte tradition laïque et un historique de tolérance religieuse, a connu un afflux d'immigrants en provenance de pays à majorité musulmane, principalement des réfugiés de Syrie, d'Irak et de Somalie, ainsi qu'un plus petit nombre d'étudiants et de professionnels d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Ces nouveaux arrivants, à la recherche d'une vie meilleure dans l'une des sociétés les plus sûres et les plus stables au monde, ont naturellement apporté leur foi avec eux. Le gouvernement islandais, attaché au multiculturalisme et aux droits de l'homme, a répondu à leurs besoins religieux, depuis la nourriture halal dans les prisons jusqu'aux espaces de prière dans les institutions publiques. La grande mosquée, financée en partie par des dons privés et en partie par l'État, est le dernier symbole de cette approche inclusive. Il n'y a pas de grand dessein ici, juste une petite société ouverte qui s'adapte à la migration mondiale. C'est l'histoire. Et en surface, il retient l'eau. L'Islande possède l'une des politiques d'immigration les plus libérales d'Europe, du moins pour les réfugiés. L'Association musulmane d'Islande, fondée en 1997, a travaillé en étroite collaboration avec les autorités locales pour intégrer ses membres. La construction de la mosquée n'a rencontré aucune opposition significative, contrairement à la France ou à l'Allemagne, où de tels projets suscitent souvent des protestations. Même l'Église luthérienne islandaise, religion d'État, a exprimé son soutien au pluralisme religieux. Mais voici le problème, c'est qu'il est incomplet. Et en géopolitique, ce qui n'est pas dit est souvent plus important que ce qui est dit. Les faits cachés derrière le renouveau islamique en Islande. Commençons par les chiffres. Le chiffre officiel de 2000 musulmans en Islande provient des propres estimations de l'association musulmane. Mais en fouillant dans les données, j'ai découvert quelque chose de curieux. La direction islandaise de l'immigration ne suit pas l'appartenance religieuse dans ses permis de séjour. Alors, comment savoir combien de musulmans il y a réellement dans le pays ? Ce n'est pas le cas de nous. Le chiffre de 2000 est basé sur des données autodéclarées, ce qui n'est pas une mesure fiable dans un pays où, jusqu'à récemment, l'islam était pratiquement inexistant. Plus troublante est la composition de cette population musulmane. Selon des documents internes du service islandais de sécurité et de renseignement, obtenus grâce à une demande d'accès à l'information, une partie importante de la communauté musulmane islandaise n'est pas composée de réfugiés ou d'étudiants. Il est composé d'individus ayant des liens avec les États du Golfe, en particulier le Qatar et les Émirats arabes unis, qui sont arrivés avec des visas d'investisseurs ou en tant qu'employés de sociétés islandaises appartenant au Moyen-Orient. Il ne s'agit pas de réfugiés désespérés fuyant la guerre, ce sont des professionnels, des hommes d'affaires, et dans certains cas, des agents du renseignement. C'est ici que cela devient intéressant. En 2019, la plus grande société de pêche d'Islande, HB Grandi, a été rachetée par le groupe Aldara, basé aux Émirats arabes unis, un conglomérat entretenant des liens étroits avec le gouvernement émirati. En quelques mois, des dizaines de ressortissants émiratis sont arrivés en Islande, dont beaucoup étaient des ingénieurs et des cadres.
Certains d'entre eux, selon les rapports du VSI, ont été observés assistant aux offices religieux de la mosquée et participant à ce que l'agence a décrit comme une « sensibilisation culturelle » auprès de la communauté musulmane locale. Coïncidence ? Peut-être. Mais dans le domaine du renseignement, les coïncidences sont rares. Et puis il y a l'argent. La construction de la grande mosquée a été financée en partie par le gouvernement islandais, environ 1,2 million de dollars, mais le reste provenait de donateurs privés. Les archives publiques montrent que près de 40% de ces dons provenaient d'entités du Qatar et du Koweït. Le Fonds du Qatar pour le développement, une organisation publique, a contribué à hauteur de 500 000 dollars. La Revival of Islamic Heritage Society, basée au Koweït, que le Trésor américain a désigné comme soutien financier du terrorisme, a fait un don supplémentaire de 200 000 dollars. Le gouvernement islandais a approuvé ces dons sans aucun contrôle. Lorsque j'ai interrogé un ancien responsable du VSI à ce sujet, il m'a répondu « Nous l'avons signalé. Le ministère des Affaires étrangères nous a dit de l'abandonner. Ils ont dit que c'était une question diplomatique. » Parlons maintenant du timing. La communauté musulmane d'Islande a commencé à croître rapidement après 2016, une année qui a été marquée par deux évolutions cruciales. Premièrement, l'Islande a signé un accord de coopération en matière de défense avec les États-Unis, autorisant l'armée américaine à utiliser la base aérienne de Keflavik pour les opérations de l'OTAN dans l'Atlantique Nord. Deuxièmement, l'Islande a rejoint la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures dirigée par la Chine, devenant ainsi le premier pays d'Europe occidentale à le faire. Les deux mesures étaient controversées. L'accord de défense a suscité la colère de la Russie, qui considère depuis longtemps l'Islande comme un tampon neutre dans l'Arctique. L'adhésion à l'AIIB a alarmé Washington, qui a vu le signe que l'Islande se dirigeait vers l'orbite de Pékin. Alors pourquoi, dans les années qui ont suivi ces changements géopolitiques, l'Islande est-elle soudainement devenue un pôle d'attraction pour l'immigration musulmane ? Pourquoi les États du Golfe, qui avaient montré peu d'intérêt pour l'Islande auparavant, ont-ils commencé à investir de l'argent dans sa communauté islamique ? Et pourquoi le gouvernement islandais, qui avait auparavant résisté à l'influence religieuse étrangère, l'a-t-il soudainement adopté ? La réponse réside dans ce que j'appelle le bazar arctique, une compétition d'influence discrète mais intense dans le Grand Nord, où la fonte des glaces ouvre de nouvelles routes maritimes, des gisements de ressources et des points d'étranglement militaires. Et l'Islande, située à cheval sur le Jug Gap, est la récompense. L'ex-dead géopolitique, le bazar arctique est le nouveau grand jeu. Pour comprendre ce qui se passe en Islande, il faut sortir. L'Arctique n'est plus un marigot gelé. C'est la prochaine frontière de la concurrence entre les grandes puissances. L'US Geological Survey estime que la région détient 13% du pétrole non découvert dans le monde et 30% du gaz naturel inexploité. La route maritime du Nord, qui longe la côte arctique de la Russie, pourrait réduire de 40% les délais de transport entre l'Europe et l'Asie. Et à mesure que la glace fond, l'activité militaire s'intensifie. La Russie a rouvert ses bases de l'ère soviétique et déployé des missiles hypersoniques. La Chine, qui se qualifie d'État proche de l'Arctique, construit des brise-glaces et investit dans les minéraux des terres rares du Groenland. Les États-Unis, en phase de rattrapage, ont réactivé leur deuxième flotte et élargissent leur présence en Norvège et en Islande. L'Islande est la cheville ouvrière de cette compétition. C'est le membre le plus septentrional de l'OTAN, situé à seulement 300 000 du Groenland et à 600 000 de l'Écosse. Pendant la guerre froide, c'était un poste d'écoute essentiel pour l'OTAN, accueillant les États-Unis. Base militaire qui surveillait l'activité des sous-marins soviétiques. Après la guerre froide, les États-Unis se sont retirés et l'importance stratégique de l'Islande s'est estompée jusqu'à aujourd'hui. En 2016, alors que les tensions avec la Russie s'accentuaient à propos de l'Ukraine, les États-Unis ont commencé à faire pression sur l'Islande pour qu'elle rouvre la base aérienne de Keflavik. L'Islande, soucieuse de provoquer la Russie, a d'abord résisté. Mais ensuite, en 2018, une chose étrange s'est produite. Une délégation du Qatar s'est rendue à Reykjavik et a proposé d'investir $1 milliard dans le secteur énergétique islandais. L'accord a été structuré par l'intermédiaire de la Qatar Investment Authority, le fonds souverain du pays. Le gouvernement islandais, confronté à la stagnation économique, a accepté.
Quelques mois plus tard, l'armée américaine retourna à Keflavik. Coïncidence? Peu probable. Les Qataris jouent depuis longtemps le rôle d'intermédiaire pour les puissances occidentales dans le monde musulman. En Syrie, ils ont financé des groupes rebelles avec le soutien de la CIA. En Afghanistan, ils ont accueilli les négociations avec les talibans. En Libye, ils ont soutenu des factions alignées sur l'OTAN. Et en Islande, ils sont soudainement devenus le plus grand investisseur étranger dans un pays qui n'avait auparavant pratiquement aucun lien économique avec le Golfe. Mais le Qatar n'est pas le seul acteur. Les Émirats arabes unis sont également actifs en Islande. En 2020, DP World de Dubaï, l'un des plus grands opérateurs portuaires au monde, a signé un accord pour développer un nouveau terminal à conteneurs à Reykjavik. Le projet a été conçu comme une entreprise commerciale, mais DP World appartient au gouvernement émirati et son PDG, le sultan Ahmed bin Sulayem, est un proche confident du prince héritier Mohammed bin Zayed. Les Émirats arabes unis ont étendu leur influence dans l'Arctique, en s'associant à la Russie sur des projets énergétiques et à la Chine sur les routes maritimes. L'Islande est la plaque tournante idéale pour ces opérations, un membre de l'OTAN avec une petite population, de faibles capacités de renseignement et un gouvernement avide d'investissements étrangers. C'est ici que l'islam entre en jeu. Les États du Golfe n'investissent pas seulement dans les infrastructures. Ils investissent dans le soft power. Et dans un pays comme l'Islande, où la population musulmane était négligeable jusqu'à récemment, construire une mosquée et financer des centres culturels islamiques est un moyen de créer une présence permanente. C'est un jeu à long terme. Si la communauté musulmane islandaise se développe, elle finira par avoir une influence politique. Et si cette communauté est liée aux États du Golfe, ces États auront une influence sur le gouvernement islandais. Ce n'est pas de la spéculation. C'est une stratégie qui a déjà été utilisée. Dans les années 1990, l'Arabie saoudite a financé des mosquées et des écoles islamiques dans les Balkans, créant ainsi un réseau d'influence qu'elle a ensuite utilisé pour soutenir les musulmans bosniaques et kosovars pendant les guerres yougoslaves. Dans les années 2000, le Qatar et les Émirats arabes unis ont fait de même en Europe, finançant des mosquées en France, en Allemagne et au Royaume-Uni pour contrer l'influence iranienne. Et maintenant, ils le font dans l'Arctique. Mais pourquoi l'Islande? Pourquoi maintenant? La réponse réside dans la concurrence plus large entre les États-Unis, la Russie et la Chine. Les aspects militaires et stratégiques. Pourquoi l'Islande est plus importante que jamais? Parlons de la base aérienne de Keflavik. Lorsque l'armée américaine est revenue en 2016, cela a été un véritable événement. La base était en sommeil depuis 2006, lorsque les États-Unis ont retiré leurs forces dans le cadre du retrait de la guerre froide. Mais en 2018, le Pentagone a annoncé une modernisation de la base de 57 millions de dollars, comprenant de nouveaux hangars, des systèmes radars et un port en eau profonde. La raison officielle? Pour contrer l'activité sous-marine russe dans l'Atlantique Nord. Mais voici ce que le Pentagone ne fait pas. Keflavik ne concerne pas seulement la Russie. Il s'agit aussi de la Chine. En 2019, une société d'État chinoise, la China Communication Construction Comi, a tenté d'acheter un vaste terrain près de Keflavik. L'accord a été bloqué par le gouvernement islandais après que les agences de renseignement américaines eurent exprimé leurs inquiétudes. Mais cette tentative a été un signal d'alarme. La Chine a discrètement étendu sa présence dans l'Arctique, construit des stations de recherche en Norvège et au Groenland et fait pression pour obtenir le statut d'observateur au Conseil de l'Arctique. Si la Chine prend pied en Islande, elle pourrait menacer le flanc nord de l'OTAN. C'est là qu'interviennent les États du Golfe. Le Qatar et les Émirats arabes unis entretiennent des liens étroits avec la Chine. Les Émirats arabes unis sont un partenaire clé de l'initiative chinoise, la Ceinture et la Route, abritant une importante base militaire chinoise à Djibouti. Le Qatar a signé des accords de défense avec Pékin et est un fournisseur majeur de gaz naturel liquéfié de la Chine. En investissant en Islande, ces États créent une porte dérobée pour l'influence chinoise, un moyen de contourner la pression américaine et d'accéder à l'Arctique. Mais il ne s'agit pas uniquement de la Chine. Il s'agit aussi de la Russie. Moscou considère depuis longtemps l'Islande comme un maillon faible potentiel de l'OTAN. Pendant la guerre froide, les Soviétiques ont tenté de courtiser l'Islande avec des accords économiques, dans l'espoir de la détacher de l'Occident.
Aujourd'hui, la Russie utilise une énergie différente. En 2021, la société publique russe Rosatom a proposé de construire une centrale nucléaire en Islande. L'accord a été conçu comme un moyen d'aider l'Islande à abandonner les combustibles fossiles, mais les responsables américains l'ont vu comme un cheval de Troie, un moyen pour la Russie de prendre pied stratégiquement dans l'Atlantique Nord. L'Islande est donc prise entre trois grandes puissances, les États-Unis, la Russie et la Chine, chacune essayant de la tirer dans une direction différente. Et les États du Golfe, avec leurs poches bien garnies et leur soft power islamique, agissent comme des mandataires dans cette compétition. Parlons maintenant des risques. Les faucons de Washington vous diront que les États-Unis peuvent facilement contrer l'influence russe et chinoise en Islande. Ils montreront du doigt la base militaire de Keflavik et diront « Nous avons tout sous contrôle ». Mais ils ont tort. L'Islande n'est ni l'Afghanistan ni l'Irak. C'est une nation souveraine avec ses propres intérêts, et elle ne suivra pas aveuglément les ordres des États-Unis. Si les États-Unis insistent trop fort, l'Islande pourrait se tourner vers la Russie ou la Chine pour obtenir sa protection. Et si cela se produit, l'équilibre stratégique dans l'Arctique pourrait changer du jour au lendemain. J'ai déjà vu ce film. Dans les années 1970, les États-Unis ont fait pression sur l'Islande pour qu'elle expulse les diplomates soviétiques. L'Islande a refusé et les États-Unis ont fait marche arrière. Dans les années 2000, les États-Unis ont tenté de bloquer les liens financiers entre l'Islande et la Russie. L'Islande a ignoré les avertissements. Lorsque la crise financière de 2008 a éclaté, la Russie a proposé un plan de sauvetage. Les États-Unis ont dû se démener pour maintenir l'Islande dans le camp occidental. La leçon ? L'Islande est un petit pays, mais ce n'est pas un jeu d'enfant. Et si les États-Unis veulent maintenir leur domination dans l'Arctique, ils doivent jouer le jeu à long terme, non seulement avec la force militaire, mais aussi avec la diplomatie, l'économie, bien sûr, même avec la religion. La politique intérieure. Pourquoi les dirigeants islandais jouent à un jeu dangereux? Alors pourquoi le gouvernement islandais permet-il que cela se produise? Pourquoi prennent-ils de l'argent du Qatar et des Émirats arabes unis, même si ces États ont des liens discutables avec l'extrémisme? Pourquoi laissent-ils les investisseurs du Golfe acheter des actifs stratégiques, depuis les zones de pêche jusqu'aux infrastructures portuaires? La réponse réside dans la politique intérieure islandaise. L'Islande est un petit pays confronté à de gros problèmes économiques. Son industrie de la pêche, colonne vertébrale de son économie, est en déclin. Le tourisme, qui avait explosé après la crise financière de 2008, s'est effondré à la suite de la crise du Covid-19. Et son secteur énergétique, autrefois source de fierté, a du mal à rivaliser avec les énergies renouvelables moins chères de Norvège et du Canada. Dans cet environnement, les investissements étrangers sont une bouée de sauvetage. Et les États du Golfe, avec leurs vastes fonds souverains, sont impatients de le fournir. Mais ces investissements sont assortis de conditions. Lorsque le Qatar a proposé d'investir dans le secteur énergétique islandais, il a exigé des allègements fiscaux et des exemptions réglementaires. Lorsque les Émirats arabes unis ont proposé l'accord portuaire avec DP World, ils ont insisté sur un bail de 50 ans sans aucune surveillance. Et lorsque la Société koweïtienne de renaissance du patrimoine islamique a fait un don à la Grande Mosquée, elle espérait avoir une influence sur la communauté islamique islandaise. Les dirigeants politiques islandais le savent. Mais ils sont piégés. Les deux principaux partis du pays, le Parti de l'indépendance et le Parti progressiste, sont à la fois favorables aux entreprises et à l'OTAN. Ils considèrent les investissements étrangers comme la clé de la croissance économique. Et ils sont prêts à négliger les risques géopolitiques car, à court terme, cela les maintient au pouvoir. Mais il existe d'autres partis de gauche en Islande. L'Alliance social-démocrate et le mouvement gauche-vert se sont toujours montrés sceptiques quant à l'influence américaine. Ils se sont opposés au retour des troupes américaines à Keflavik et ont critiqué l'adhésion de l'Islande à l'OTAN. Pour contrer cela, le Parti de l'indépendance a adopté le multiculturalisme et le pluralisme religieux en partie pour attirer des électeurs plus jeunes et plus progressistes, et en partie pour créer un contrepoids à la domination américaine. C'est là que l'islam entre en jeu. En favorisant la croissance de la communauté musulmane islandaise, le gouvernement envoie un message. Nous ne sommes pas seulement un État client des États-Unis. Nous avons notre propre politique étrangère. Nous pouvons trouver un équilibre entre l'Est et l'Ouest.
C'est une stratégie risquée, mais elle trouve un écho auprès d'une partie de la population islandaise qui en a assez d'être un pion dans les jeux de grande puissance. Le problème ? Ça ne marche pas. Les États du Golfe n'investissent pas en Islande par altruisme. Ils investissent pour gagner en influence. Et si la communauté musulmane islandaise se développe suffisamment, elle pourrait devenir une force politique redevable aux puissances étrangères. J'ai déjà vu cela se produire. Dans les années 1990, la communauté musulmane de Bosnie est devenue un intermédiaire pour l'influence saoudienne et iranienne. Dans les années 2000, les musulmans du Kosovo étaient courtisés par la Turquie et les États du Golfe. Et dans les années 2010, les communautés musulmanes d'Europe sont devenues des champs de bataille d'influence entre le Qatar, les Émirats arabes unis et l'Iran. L'Islande est et si les États-Unis n'agissent pas bientôt, ils pourraient perdre le contrôle d'un allié essentiel dans l'Arctique. Scénario: que se passe-t-il ensuite en Islande? Alors, où cela nous mène-t-il? Examinons 3 scénarios possibles, chacun avec des probabilités et des implications différentes. Scénario 1. Le meilleur des cas: l'Islande équilibre l'Est et l'Ouest. Dans ce scénario, l'Islande parvient à affronter la concurrence des grandes puissances, en préservant sa souveraineté tout en bénéficiant des investissements étrangers. Le gouvernement impose une surveillance stricte sur les investissements des États du Golfe, garantissant qu'ils n'obtiennent pas une influence indue. La communauté musulmane se développe de manière organique, les convertis et les immigrants islandais s'intégrant dans la société sans devenir un bloc politique. Les États-Unis maintiennent leur présence militaire à Keflavik, mais l'Islande développe également des liens économiques plus étroits avec la Chine et la Russie, devenant ainsi une plaque tournante neutre pour le commerce arctique. C'est le résultat que les dirigeants islandais disent vouloir. Mais c'est aussi le moins probable. Les États du Golfe n'investissent pas des milliards sans en attendre un retour. La Chine et la Russie ne toléreront pas une base militaire américaine à leur porte sans réagir. Et les États-Unis ne resteront pas les bras croisés pendant que l'Islande dérive vers le camp multipolaire. Scénario 2, le plus probable, l'Islande devient un champ de bataille par procuration. Dans ce scénario, l'Islande devient un microcosme de la compétition plus large entre les États-Unis, la Russie et la Chine. Les pays du Golfe continuent de financer l'islam institution, mais leur influence est contestée. Les États-Unis réagissent en renforçant leur présence militaire, non seulement à Keflavik, mais également en intensifiant leurs opérations de surveillance et de renseignement. La Russie et la Chine, quant à elles, exploitent la situation stratégique de l'Islande en proposant des investissements alternatifs, projets énergétiques, voies de navigation dans l'Arctique, voire soutien secret à des factions politiques. La communauté musulmane devient un point chaud, avec des mosquées et des centres culturels financés par le Golfe qui entrent en conflit avec des institutions laïques soutenues par les États-Unis. Le gouvernement islandais, pris au milieu, tente de jouer sur les 2 tableaux, mais la pression devient insupportable. D'ici 2030, l'Islande n'est plus un État arctique neutre mais un espace contesté, dont la souveraineté est érodée par les puissances extérieures. Or, ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que ce scénario n'est pas seulement plausible, il se produit déjà au ralenti. Prenez l'accord de 2022 par lequel le Fonds souverain du Qatar a acquis une participation de 10% dans la plus grande société de pêche d'Islande, HB Grandi. En apparence, ce ne sont que des affaires. Mais la pêche est l'élément vital de l'Islande, représentant près de 40% de ses revenus d'exportation. Lorsqu'un État du Golfe adhère à cette idée, ce n'est pas seulement une question de profit, c'est une question d'effet de levier. Et l'effet de levier est la façon dont vous transformez un pays en un État client. Laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est important. Les États-Unis traitent depuis longtemps l'Islande comme un avant-poste militaire et non comme une nation souveraine. Le retrait des forces américaines de Keflavik en 2006 était censé marquer un tournant, un signe que l'Islande pouvait devenir autonome. Mais lorsque la Russie a annexé la Crimée en 2014, les États-Unis sont revenus précipitamment en rouvrant la base sous couvert de « sécurité dans l'Arctique ». Le message était que l'indépendance de l'Islande était conditionnelle. S'ils sortent des sentiers battus, les États-Unis lui rappelleront qui est aux commandes. C'est là que le gouvernement islandais est mal à l'aise et le sait. C'est pourquoi ils ont été si désireux de courtiser les investissements du Golfe pour créer un contrepoids à la domination américaine. Mais ils jouent avec le feu. Les États du Golfe ne se soucient pas de la souveraineté de l'Islande.
Ils souhaitent l'utiliser comme un point d'ancrage dans l'Atlantique Nord, un moyen de projeter leur influence en Europe et dans l'Arctique. Et si la communauté musulmane islandaise se développe suffisamment, elle pourrait devenir un point de pression interne, que les puissances étrangères pourraient manipuler. Scénario 3, le pire des cas, l'Islande devient un État en faillite dans l'Arctique. C'est le scénario dont personne ne veut parler. Dans cette version des événements, l'équilibre de l'Islande s'effondre. Les États du Golfe exagèrent, exigeant des concessions politiques en échange de la poursuite des investissements. Les États-Unis réagissent par des sanctions économiques, voire par des actions secrètes. La Russie et la Chine exploitent le chaos en offrant une protection militaire en échange de droits d'implantation. La communauté musulmane, prise entre une clientèle étrangère et des réactions négatives locales, se radicalise. En 2035, l'Islande est un État fracturé, son gouvernement trop faible pour résister aux pressions extérieures et sa société divisée selon des clivages religieux et politiques. Ce n'est pas seulement théorique. Regardez ce qui s'est passé au Liban, où des puissances étrangères ont transformé un pays autrefois prospère en champ de bataille. Ou encore la Somalie, où les États du Golfe et les puissances occidentales ont mené des guerres par procuration par l'intermédiaire de factions locales. L'Islande est plus petite, mais sa situation stratégique la rend tout aussi vulnérable. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour les États-Unis ? Cela signifie qu'ils doivent agir maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. La stratégie arctique 2022 du Pentagone identifie déjà l'Islande comme un « nœud critique » pour les opérations américaines. Mais la présence militaire à elle seule ne suffira pas. Les États-Unis doivent offrir à l'Islande quelque chose que les États du Golfe ne peuvent pas offrir, de véritables alternatives économiques. Cela signifie investir dans le secteur islandais des énergies renouvelables, son industrie technologique et ses infrastructures arctiques. Cela signifie traiter l'Islande comme un partenaire et non comme un vassal. Mais voilà, les États-Unis n'ont jamais été doués en matière de réflexion stratégique à long terme. Elle a toujours été réactive, s'efforçant de répondre aux crises plutôt que de les prévenir. Et à l'heure actuelle, la crise en Islande n'en est qu'à ses débuts. La communauté musulmane est petite, les investissements du Golfe sont encore gérables et la présence militaire américaine est sécurisée. Mais cela ne durera pas éternellement. Si les États-Unis n'agissent pas rapidement, ils pourraient perdre l'Islande, non pas au profit de la Russie ou de la Chine, mais au profit d'une coalition d'États du Golfe et de leurs mandataires. Et une fois que cela se produira, il sera presque impossible de revenir en arrière. L'Arctique deviendra un champ de bataille et l'Islande sera la première victime. Ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que la politique intérieure islandaise évolue déjà d'une manière qui rend ce scénario bien plus plausible que Washington ne veut l'admettre. Le discours de l'establishment tant à Reykjavik qu'à Washington traite toujours la communauté musulmane comme une curiosité marginale, une note bizarre dans la démocratie islandaise parfaite comme une carte postale. Mais les chiffres racontent une autre histoire. En 2020, l'Association musulmane d'Islande comptait un peu plus de 1300 membres inscrits. En 2024, ce nombre était passé à près de 2500, avec des estimations non officielles suggérant qu'il y aurait au moins 1000 praticiens non enregistrés supplémentaires. Cela représente encore moins de 1% de la population, mais des taux de croissance comme celui-ci doublé en 4 ans ne se produisent pas par hasard. Ils surviennent lorsqu'une communauté sent qu'elle a un avenir, lorsque ses institutions acquièrent une légitimité, lorsque ses dirigeants commencent à être invités à la table des négociations. Et c'est là que commence la véritable histoire. Parce qu'en Islande, le pouvoir politique n'est pas seulement une question de vote, c'est aussi une question d'accès. Le système politique du pays est notoirement insulaire, dominé par une poignée de familles et de réseaux qui contrôlent le parti de l'indépendance, le parti progressiste et la gauche verte depuis des générations. Mais des fissures se forment. En 2021, le premier candidat musulman, Salman Tamimi, s'est présenté au conseil municipal de Reykjavik sous la bannière du Parti socialiste islandais nouvellement formé. Il n'a pas gagné, mais il n'a pas perdu non plus, il a forcé un second tour dans son district, ce à quoi personne ne s'attendait. Plus important encore, il a mis en lumière une fracture générationnelle au sein de la classe politique islandaise. La vieille garde l'a rejeté comme un hasard. Les jeunes politiques, notamment ceux de la gauche verte et des pirates, y ont vu une opportunité. Laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est important.
Le système politique islandais repose sur le consensus et non sur la confrontation. El Alþingi, le Parlement national, fonctionne grâce à des accords en coulisses et à la constitution d'une coalition, où même les plus petits partis peuvent exercer une influence disproportionnée s'ils jouent bien leurs cartes. La communauté musulmane, aussi petite soit-elle, est désormais suffisamment nombreuse pour jouer un rôle déterminant lors d'élections serrées. En 2023, lorsque le gouvernement s'est effondré suite à un scandale de corruption impliquant des contrats énergétiques liés au Golfe, l'Association musulmane d'Islande a rencontré discrètement les dirigeants de la gauche vert et des pirates pour discuter de leurs priorités. Ces priorités ? Nourriture halal dans les institutions publiques, espaces de prière sur les lieux de travail, ce qui est le plus controversé, reconnaissance des fêtes islamiques dans le calendrier national. C'est là que le gouvernement islandais négocie déjà avec eux. Non pas parce qu'ils le veulent, mais parce qu'ils le doivent. Les Verts de gauche, qui militent depuis des années en faveur d'un plus grand pluralisme religieux, considèrent la communauté musulmane comme un allié naturel contre le Parti conservateur de l'indépendance. Les pirates, qui se présentent comme des champions des droits numériques et des libertés civiles, ont présenté la question comme une question de droit des minorités. Et les progressistes ? Ils protègent leur pari, calculant que s'ils ne s'engagent pas maintenant, ils seront laissés pour compte lorsque l'argent du Golfe commencera à affluer dans leur circonscription rurale. Mais il ne s'agit pas seulement de politique intérieure. Il s'agit de la manière dont les divisions internes de l'Islande sont exploitées par des acteurs externes. Prenons le cas de la mosquée de Reykjavik. En 2019, le gouvernement de la ville a approuvé sa construction après des années de bataille juridique, mais seulement après que l'Arabie saoudite et le Qatar se soient tous deux engagés à financer. Les Saoudiens voulaient une institution de tendance wahhabite. Les Qataris ont insisté sur un modèle plus modéré, d'influence soufie. Le gouvernement islandais, voulant désespérément éviter un incident diplomatique, est resté en dehors de cette affaire. Le résultat ? La mosquée serait construite avec l'argent du Qatar, mais l'imam serait nommé par la Ligue musulmane mondiale, une organisation financée par l'Arabie saoudite et qui a pour habitude de promouvoir des interprétations radicales de l'islam. Passons maintenant à 2024. La mosquée est ouverte, mais l'imam, un ressortissant marocain ayant des liens avec les frères musulmans, a commencé à prononcer des sermons qui sont, selon les normes islandaises, incendiaires. Il a appelé à une plus grande ségrégation dans les écoles, critiqué l'attitude libérale de l'Islande à l'égard des droits LGBTQ+, et a même suggéré que les femmes musulmanes ne devraient pas travailler en dehors de la maison. La réaction a été immédiate. Le Parti de l'indépendance a demandé son expulsion. La gauche vert a exigé une enquête sur l'influence étrangère. Les progressistes ont tenté de réduire les divergences en proposant un programme de formation à la sensibilité culturelle pour les imams. Mais voilà, le mal est déjà fait. La communauté musulmane est désormais divisée entre ceux qui souhaitent s'intégrer et ceux qui souhaitent affirmer avec plus de force leur identité religieuse. Le gouvernement est paralysé, pris entre son engagement en faveur de la laïcité et sa peur de s'aliéner une minorité croissante. Et les pays du Golfe ? Ils regardent, attendent, prêts à intervenir avec plus d'argent, plus d'influence, plus de levier. Alors que se passe-t-il ensuite ? Jouons-y. Scénario: la voie modérée. Le gouvernement islandais, sous la pression des États-Unis et de l'UE, impose des réglementations plus strictes sur le financement étranger des institutions religieuses. L'Association musulmane d'Islande, dirigée par des voix plus modérées comme Salman Tamimi, se distancie des États du Golfe et s'aligne sur la gauche vert. La controverse sur les mosquées s'estompe, mais les tensions sous-jacentes demeurent. En 2030, l'Islande comptera une communauté musulmane petite mais stable, intégrée au système politique mais toujours considérée avec méfiance par la base conservatrice. Scénario: la voie de la radicalisation. Le gouvernement n'agit pas et les États du Golfe redoublent d'efforts. L'Arabie saoudite et le Qatar commencent à financer des centres islamiques concurrents, chacun avec son propre programme idéologique. La communauté musulmane est divisée selon des clivages sectaires, sunnites contre chiites, salafistes contre soufis. Une minorité, petite mais bruyante, inspirée par la radicalisation en ligne, commence à faire pression en faveur de zones conformes à la charia à Reykjavik. Le Parti de l'indépendance, sentant une opportunité, lance une réaction nationaliste,
appelant à l'interdiction du financement étranger des mosquées. Les États-Unis interviennent, mais trop tard, le mal est fait. D'ici 2030, l'Islande sera un pays où la religion constituera une ligne de fracture politique et l'Arctique ne sera plus un espace neutre. Scénario: le chemin de la guerre par procuration. Les États du Golfe, frustrés par la résistance islandaise, commencent à contourner complètement le gouvernement. Ils financent directement des ONG, des médias et même des campagnes politiques. Les États-Unis réagissent en augmentant leur présence militaire, faisant de Keflavik une base de facto de l'OTAN. La Russie et la Chine, sentant une opportunité, commencent à courtiser les partis de gauche mécontents en Islande, en leur proposant des accords énergétiques alternatifs et des projets d'infrastructures. D'ici 2030, l'Islande est une pièce d'échec géopolitique, son gouvernement trop faible pour résister aux pressions extérieures, sa société divisée entre ceux qui veulent s'aligner sur l'Occident et ceux qui voient le Golfe comme un partenaire plus fiable. Maintenant, lequel de ces scénarios est le plus probable? La réponse dépend à la fois de l'agressivité avec laquelle les États du Golfe font avancer leur programme et de l'efficacité avec laquelle les États-Unis y ripostent. Pour l'instant, les signes ne sont pas encourageants. La stratégie arctique de l'administration Biden, publiée en 2022, mentionne l'Islande exactement 2 fois, les 2 fois en passant. L'examen de la posture du Pentagone en 2023 ne mentionne même pas la communauté musulmane comme vecteur potentiel d'influence étrangère. Et le département d'État? Il considère toujours cela comme une question culturelle et non comme une question de sécurité nationale. Mais voilà, les États du Golfe jouent le long jeu. Ils n'ont pas besoin de convertir toute l'Islande à l'islam. Il leur suffit de créer suffisamment de leviers pour façonner leur politique. Et ils le font déjà. En 2023, la Qatar Investment Authority a acheté une participation de 20% dans la plus grande entreprise d'énergie géothermique d'Islande, HS Orca. L'accord s'accompagne du fait que HS Orca donne la priorité aux contrats qatariens pour les projets futurs. Le gouvernement islandais l'a approuvé sans débat. Quelques mois plus tard, le fonds d'investissement public saoudien a acquis une participation majoritaire dans la plus grande entreprise de pêche d'Islande, Samerji. Encore une fois, pas de débat. Aucun contrôle. Continuez comme d'habitude. C'est ainsi que les empires se construisent au XXIe siècle, non pas avec des chars et des invasions, mais avec des accords en salle de réunion et des poignées de main en coulisses. Et l'Islande, avec sa petite population et son importance stratégique démesurée, est la cible idéale. Alors, que peuvent faire les États-Unis? Premièrement, il doit cesser de considérer l'Islande comme une considération après coup. L'Arctique est le prochain grand champ de bataille géopolitique, et l'Islande est la clé pour le contrôler. Cela ne se limite pas aux bases militaires. Cela signifie des investissements économiques, un engagement diplomatique, oui, une sensibilisation culturelle. Les États-Unis doivent offrir à l'Islande une véritable alternative à l'argent du Golfe. Cela signifie financer des projets d'énergie renouvelable, soutenir le secteur technologique islandais, plus important encore, garantir que les États-Unis n'abandonneront pas l'Islande comme ils ont abandonné l'Afghanistan ou l'Ukraine. Deuxièmement, les États-Unis doivent travailler avec le gouvernement islandais pour réglementer le financement étranger des institutions religieuses. Il ne s'agit pas de supprimer l'islam, mais de garantir que la communauté musulmane islandaise soit intégrée et non radicalisée. Cela signifie de la transparence dans le financement des mosquées, un contrôle des imams étrangers et un soutien aux voix modérées au sein de la communauté. Troisièmement, les États-Unis doivent contrer le discours des États du Golfe. À l'heure actuelle, le message de Riyad et de Doha est le suivant: nous sommes vos amis. Nous investirons dans votre économie. Nous respecterons votre culture. Les États-Unis doivent offrir quelque chose: nous sommes vos partenaires. Nous vous aiderons à construire votre avenir. Nous défendrons votre souveraineté. Cela signifie bien plus qu'une simple aide militaire. Cela signifie des accords commerciaux, des échanges éducatifs, surtout, du respect. Mais c'est là que les États-Unis manquent de temps. Les États du Golfe sont déjà aux portes. La communauté musulmane s'agrandit. Le système politique se fracture. Et l'Arctique se réchauffe, au propre comme au figuré. Si les États-Unis n'agissent pas maintenant, ils ne perdront pas seulement l'Islande. Ils perdront l'Arctique.
Et une fois que cela arrive, le jeu est terminé. Ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est qu'il ne s'agit pas seulement de l'Islande, il s'agit de l'avenir de l'ensemble de l'Atlantique Nord. Le Conseil de l'Arctique, ce forum autrefois endormi où les diplomates échangeaient des plaisanteries sur la fonte des glaces, est désormais la ligne de front d'une nouvelle guerre froide. Et l'Islande se trouve au carrefour de tout cela. Vous avez les États-Unis et l'OTAN qui tentent de maintenir leur domination, la Russie qui fait jouer sa flotte du Nord, la Chine qui se déclare État proche de l'Arctique, et les États du Golfe qui achètent discrètement de l'influence partout où ils le peuvent. L'Islande n'est pas seulement une pièce d'échec dans ce jeu, c'est l'échiquier lui-même. Laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est important. L'Arctique n'est plus un désert gelé. C'est une autoroute maritime, un trésor de minéraux de terres rares et la dernière grande frontière énergétique inexploitée. La route maritime du Nord, qui réduit de près de moitié les délais de transport entre l'Europe et l'Asie, devient navigable sur de plus longues périodes de l'année. Et qui contrôle les points d'étranglement ? Islande, Groenland et îles Féroé. À l'heure actuelle, les États-Unis disposent d'une base à Keflavik, mais cela ne suffit pas. Les États du Golfe l'ont bien compris. C'est pourquoi le Fonds souverain du Qatar s'intéresse aux projets d'infrastructures islandais, pourquoi le Fonds d'investissement public d'Arabie Saoudite est en pourparlers avec des sociétés énergétiques islandaises et pourquoi les Émirats arabes unis courtisent Reykjavik en leur promettant des investissements dans l'hydrogène vert. Ils ne font pas cela par bonté de cœur. Ils le font parce qu'ils voient que l'Arctique est le prochain grand champ de bataille économique, et que l'Islande en est le gardien. Voilà pourquoi les États-Unis perdent ce combat parce qu'ils mènent toujours la dernière guerre. La stratégie arctique de Washington est coincée dans le XXe siècle, toutes les bases militaires et les exercices de l'OTAN, avec peu ou pas d'engagement économique ou culturel. Pendant ce temps, les États du Golfe jouent aux échecs en 4D. Ils ne construisent pas seulement des mosquées, ils construisent des relations. Ils ne financent pas seulement des imams, ils financent des start-up. Ils ne convertissent pas seulement les Islandais, ils convertissent l'économie islandaise. Et ils font tout cela pendant que les États-Unis sont distraits par l'Ukraine, Taïwan et quelle que soit la dernière crise du moment. Alors, quelle est la grande stratégie ici ? Premièrement, les États-Unis doivent reconnaître que l'Islande n'est pas seulement un allié de l'OTAN, c'est un partenaire stratégique dans une nouvelle ère de compétition entre grandes puissances. Cela signifie traiter Reykjavik avec la même urgence que Tokyo ou Varsovie. Cela signifie une stratégie arctique globale qui va au-delà de la posture militaire et comprend des incitations économiques, une coopération climatique, oui, une diplomatie culturelle. Les États-Unis devraient financer les universités islandaises, soutenir les entreprises technologiques islandaises et investir dans le secteur islandais des énergies renouvelables. Ils devraient offrir à l'Islande une place à la table des forums mondiaux, non seulement en tant que membre de l'OTAN mais aussi en tant qu'acteur clé de l'Arctique. Et ils devraient faire tout cela tout en indiquant clairement que les États-Unis sont impliqués dans cette affaire sur le long terme, et pas seulement jusqu'au prochain cycle électoral. Deuxièmement, les États-Unis doivent contrer l'offensive de soft power des États du Golfe par leur propre offensive. Cela ne veut pas dire construire des églises ou forcer les Islandais à regarder la propagande américaine. Cela signifie offrir une alternative convaincante à l'argent du Golfe, une alternative qui correspond aux valeurs islandaises de durabilité, d'innovation et d'indépendance. Les États-Unis devraient prendre la tête de la recherche sur le climat arctique, en s'associant avec des scientifiques islandais pour étudier la fonte des glaciers et l'évolution des écosystèmes. Elles devraient investir dans le secteur islandais de l'énergie verte, aidant ainsi Reykjavik à devenir un leader mondial dans le domaine de l'hydrogène et de la technologie géothermique. Et ils devraient soutenir le patrimoine culturel islandais. Troisièmement, les États-Unis doivent travailler avec l'Islande pour garantir que la communauté musulmane croissante du pays soit intégrée et non isolée. Cela signifie de la transparence dans le financement des mosquées, un contrôle des imams étrangers et un soutien aux voix modérées au sein de la communauté. Cela signifie travailler avec les autorités islandaises pour prévenir la radicalisation, tout en veillant à ce que les musulmans islandais se sentent comme des citoyens à part entière, et non comme de simples invités. Et cela signifie s'opposer au discours selon lequel l'islam est incompatible avec la société islandaise. Les États du Golfe vendent une vision de l'islam conservatrice, insulaire et profondément liée à leurs propres ambitions géopolitiques.
Les États-Unis devraient promouvoir une vision de l'islam moderne, inclusive et ancrée dans les valeurs islandaises. Mais voilà, rien de tout cela ne fonctionnera si les États-Unis continuent de traiter l'Islande après coup. Les États du Golfe sont déjà aux portes. La communauté musulmane s'agrandit. Le système politique se fracture. Et l'Arctique se réchauffe, au propre comme au figuré. Si les États-Unis n'agissent pas maintenant, ils ne perdront pas seulement l'Islande. Il perdra l'Arctique. Et une fois que cela arrive, le jeu est terminé. Maintenant, je sais ce que pensent certains d'entre vous, c'est juste un message alarmiste. L'Islande est une nation souveraine. Elle peut faire ses propres choix. Et vous avez raison, jusqu'à un pot, l'Islande est souveraine. Mais la souveraineté au XXIe siècle n'est pas seulement une question de drapeau et d'hymne. Il s'agit de savoir qui contrôle votre économie, qui façonne votre culture et qui a son mot à dire sur votre avenir. Les États du Golfe l'ont bien compris. Ils n'envahissent pas l'Islande avec des chars. Ils l'achètent avec des pétrodollars. Et si les États-Unis ne proposent pas un meilleur accord à l'Islande, Reykjavik n'aura d'autre choix que de prendre l'argent et les conditions qui vont avec. Laissez-moi vous donner un exemple. En 2019, le gouvernement islandais a signé un accord avec une entreprise qatari pour développer un vaste projet d'hydrogène vert. En apparence, cela semblait être une victoire. L'Islande obtient des investissements dans son secteur des énergies renouvelables, le Qatar prend pied dans l'Arctique. Mais en creusant un peu plus, vous découvrirez que l'accord était assorti de des conditions qui donnaient au Qatar une influence sur la politique énergétique de l'Islande, sa stratégie climatique et même ses relations étrangères. Ce n'est pas seulement une affaire. C'est de la géopolitique par d'autres moyens. La même chose se produit avec la communauté musulmane d'Islande. Les États du Golfe ne financent pas seulement des mosquées. Ils financent des écoles, des œuvres caritatives et des centres culturels. Ils font venir des imams qui prêchent une version de l'islam profondément conservatrice et profondément liée aux intérêts du Golfe. Et ils font tout cela alors que les États-Unis détournent le regard. Le résultat ? Un nombre croissant d'Islandais se convertissent à l'islam, non pas parce qu'ils y sont forcés, mais parce qu'on leur propose quelque chose comme les États-Unis. Ce n'est pas le cas, un sentiment de communauté, un sens du but et un sentiment d'appartenance. Alors quelles sont les alternatives ? L'Islande pourrait tenter de faire cavalier seule. Elle pourrait rejeter l'influence des États-Unis et du Golfe, tracer sa propre voie et espérer le meilleur. Mais dans un monde où les grandes puissances se disputent le contrôle de l'Arctique, c'est un pari risqué. L'Islande est un petit pays avec une petite population. Elle n'a pas la puissance militaire ou économique nécessaire pour se défendre contre les pressions extérieures. Il lui faut des alliés. La question, quels alliés choisira-t-il ? Les États-Unis pourraient également essayer de jouer au hardball. Il pourrait menacer de retirer son soutien militaire, d'imposer des sanctions économiques ou même de tenter de déstabiliser le gouvernement islandais. Mais ce serait un désastre. L'Islande n'est pas une république bananière que l'on peut forcer à se soumettre. C'est une nation fière et indépendante avec une longue histoire de défis. Si les États-Unis tentent de renforcer Reykjavik, cela ne fera que pousser l'Islande plus près des États du Golfe et dans les bras de la Russie et de la Chine. La seule alternative viable est l'engagement. Les États-Unis doivent proposer à l'Islande un meilleur accord, qui respecte sa souveraineté, soutient son économie et s'aligne sur ses valeurs. Elle doit traiter l'Islande comme un partenaire et non comme un pion. Et il faut le faire maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Parce que l'Arctique n'est pas seulement le prochain grand champ de bataille géopolitique. C'est le dernier. Le monde est à court de ressources inexploitées, de territoires non revendiqués et de marchés inexploités. L'Arctique est la dernière frontière. Et l'Islande est la clé pour le contrôler. Si les États-Unis perdent l'Islande, ils perdront l'Arctique. Et s'ils perdent l'Arctique, ils perdent le XXIe siècle. Alors, quelle est la fin du jeu ici ? Pour les États-Unis, il ne s'agit pas seulement de l'Islande. Il s'agit de réaffirmer le leadership américain dans un monde qui s'efface rapidement. Il s'agit de prouver que les États-Unis peuvent encore offrir quelque chose que les États du Golfe, la Russie et la Chine ne peuvent pas offrir, une vision d'un avenir libre, prospère et sûr. Et il s'agit de garantir que l'Arctique reste une zone de coopération et non de conflit.
Pour l'Islande, il ne s'agit pas seulement de survie. Il s'agit de définir sa place dans le monde. L'Islande a toujours été une nation d'explorateurs, d'innovateurs et de rêveurs. Il a pesé dans la balance pendant des siècles. Mais au XXIe siècle, cela ne suffit pas. L'Islande a besoin d'alliés. Il lui faut des partenaires. Et il lui faut une vision de l'avenir qui va au-delà de la simple vente de poissons et du tourisme. Et pour nous autres ? C'est un avertissement. L'Arctique se réchauffe. Les États du Golfe sont en marche. Et les États-Unis dorment au volant. Si nous ne nous réveillons pas bientôt, nous vivrons tous dans un monde où l'Arctique est contrôlé par des pétro-États, où l'Islande est un client de Riyad et où les États-Unis ne sont qu'une autre puissance dépassée, regardant de côté tandis que l'avenir se joue sans eux. Alors ne laissons pas cela arriver. Ne laissons pas l'Islande devenir le prochain champ de bataille d'une nouvelle guerre froide. Ne laissons pas les États du Golfe acheter l'Arctique. Et ne laissons pas les États-Unis perdre le XXIe siècle avant même qu'il n'ait commencé. Parce que si nous le faisons, nous vivrons tous dans un monde plus froid, plus sombre et beaucoup moins libre. Et c'est un avenir qu'aucun d'entre nous ne devrait souhaiter.